Rebonjour, j'ai changé un petit peu de matériel, donc ce ne sera pas direct, mais on va quand même essayer de garder l'esprit, ce sera quelque chose un petit peu sans filet en live, et puis j'ai pas envie de monter ni de modifier trop. Donc on repart un petit peu de l'endroit où on était la dernière fois. Là normalement l'image devrait être meilleure et la caméra ne devrait pas chauffer trop, ou en tout cas pas s'arrêter avec la chaleur. Et on est légèrement au-dessus du hameau, du lieu dit Yamate ou Yamanote. Faudra vérifier. J'ai pas vérifié sur un dictionnaire de toponyme exactement la lecture. En tout cas, on va l'appeler Yamate aujourd'hui et puis on vérifiera plus tard. Et on est un petit peu plus en haut de ce hameau, entre deux collines qui peut-être auparavant étaient une seule colline, puisque elles ont été arasées pour construire le campus de l'université de Kyushu. Donc assez peu de problèmes pour couper une montagne, hein. On fait encore ça au Japon, pour aménager des infrastructures, en l'occurrence des infrastructures universitaires, et puis dans le cas présent, le campus. Et on commence ici avec cette pancarte sur cette barrière anti-sanglier qui fait le tour du campus, puisque effectivement on va avoir de temps en temps des sangliers qui vont se promener dans le campus. Alors c'est une barrière ils peuvent la contourner, hein, mais au moins ils la contournent et puis ils n'entrent pas à l'intérieur du campus à proprement dit. Elle est relativement solide, hein, parce que les sangliers sont des bêtes assez tenaces, hein, donc ça creuse et ça peut franchir la barrière. Pas très haute en revanche, parce qu'ils ne sautent pas par-dessus. Mais en tout cas, on a ce type d'installation autour des espaces qui sont en voie d'urbanisation, hein, un petit peu à la frontière, là encore, entre l'espace sauvage et l'espace anthropique. Mais on est en fait quand même à l'ouest de Fukuoka, dans un espace qui a été conquis par l'urbanisation assez récemment, et d'ailleurs dont l'implantation du campus, hein, est un des jalons, puisqu'il a initié l'urbanisation sous forme de suburbanisation de ces régions qui étaient essentiellement quasiment rurales jusqu'alors. On traverse les deux montagnes ici, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici de la forêt qui n'est pas de la forêt plantée, hein. Donc on est sur ces espaces, ces petites collines, où on va conserver une grande partie, on va les conserver telles quelles en fait, hein, ensauvagées, très peu entretenues, à la différence, hein, de ce qu'on avait avec Ikinomatsubara, où là on est sur une forêt. En plus elle est protégée maintenant, mais elle est entretenue, elle est aussi largement artificielle, hein. Elle a été essentiellement plantée avec une seule essence, hein, en l'occurrence le pin. Ici on est sur quelque chose qui est... alors est-ce que c'est la forêt climax, c'est-à-dire la forêt primaire? Peut-être pas, pas complètement, mais en tout cas on est sur quelque chose qui est resté assez naturel. Et puis comme on l'avait vu un petit peu, hein, lorsqu'on a marché entre Ikinomatsubara et puis le sanctuaire de Iki, vous avez ici, alors c'est pas de la jungle, hein, c'est pas la forêt tropicale à proprement dit, mais on a certains éléments qui sont assez caractéristiques des forêts chaudes et humides, hein, avec en particulier alors une certaine densité, hein. Vous avez vu qu'ici on est sur... c'est pourtant entretenu, hein, le Japon, hein. On n'est pas, les routes elles vont être quand même relativement entretenues, mais la végétation va avancer quand même assez rapidement. Vous avez également de nombreux des épiphytes, hein, c'est-à-dire des plantes qui vont parasiter d'autres plantes, hein. Vous voyez qu'en fait la plupart des arbres, voire même du câble électrique, du pylône électrique, sont recouverts de ces plantes parasites. Les troncs sont plutôt fins, et on est sur une course à la lumière, hein, et à la hauteur. Et puis une fois qu'on arrive sur la canopée, hein, tout le haut, là on a quelque chose qui forme un petit plateau. Donc on est quand même sur une forêt qui comporte un certain nombre d'éléments qui attestent de ça, du climat subtropical.
Là j'ai l'impression qu'il y a des fruits, c'est des agrumes. Je vérifierai un peu plus tard. Mais j'ai l'impression qu'on a des agrumes qui vont pousser comme ça de façon sauvage, ce qu'on n'a pas dans les forêts françaises. On continue un petit peu, donc alors c'est pas l'espace Monticille à proprement dit, mais c'est cet espace de forêt, forêt sur les collines. Et ici, avec ce petit hameau dans lequel on arrive, eh bien on est sur cette configuration assez classique. Donc on en a parlé en cours, puis c'est quelque chose qui est assez répété, entre la plaine rizicole, aménagée, cultivée, etc. Le hameau resserré contre le relief, et puis l'espace ensauvagé ou laissé tel quel dans ces petites collines. Alors on a vu les inoshishi, donc le sanglier, et puis ici vous avez cette petite cahute qui est en fait, ce sont des arbres fruitiers, et il me semble que c'est de la vigne, puisque ça va avoir un certain nombre de caractéristiques de la façon dont la vigne est cultivée au Japon. Vous voyez que c'est pas les grands Bordeaux, on est sur quelque chose qui est assez restreint. Donc là ça va être de la production, alors, soit de l'autoconsommation, mais il y a quand même relativement peu d'autoconsommation de fruits de ce type là. Ça peut être pour les vendre, et lorsqu'on va les vendre, on n'en produit pas beaucoup, mais on va avoir cette grappe de raisin à 5 à 8 euros, Alors, dépend en fonction du change, mais on aura une grappe de raisin à 500-600 yens, donc on va pouvoir la vendre assez cher. Donc il faut qu'elle soit parfaite. On la protège des parasites, des oiseaux, etc. Mais vous voyez que le grillage, on est sur ce type d'agriculture engrillagée pour se prémunir des sangliers, et là plutôt pour se prémunir des singes. Dans la forêt Ikinomatsubara, et même le long du chemin de l'école qu'on avait vu sur les précédentes vidéos, on signale régulièrement la présence de singes. Alors quand on a vu un singe, donc, ça fait partie des annonces qui sont faites à l'école, donc on a vu un singe qui rôdait dans le quartier, donc faites attention, ne lui souriez pas, ne lui donnez pas à manger, parce que c'est des animaux qui peuvent être agressifs, et en tout cas ils sont assez intelligents pour aller se servir et pour vendanger eux-mêmes tout seuls, et donc il faut protéger ces arbres fruitiers. Alors on avait parlé également, j'avais essayé de vous parler également la dernière fois, mais la vidéo sautait, de ce qu'on a ici, à savoir du brûlis. Vous voyez que, alors d'abord on a cette espèce de truc là, ce bidon dans lequel l'agriculteur fait brûler tout ce qu'il veut, puisque les agriculteurs, les foyers agricoles, sont les seuls qui ont le droit de pouvoir faire brûler leurs ordures sur leur terrain. Tous les autres japonais, ils doivent trier, ils doivent mettre les ordures, les faire disparaître avec les sacs appropriés, le jour approprié, etc. Les agriculteurs n'ont pas ces contraintes, ça fait partie des privilèges en quelque sorte qu'ont les agriculteurs, et donc il est assez courant de voir ou de sentir même l'odeur des ordures ménagères qui vont brûler en fait dans cette espèce de truc. Ils brûlent également les déchets liés à l'entretien de leur parcelle, et ici on a en plus, vous voyez qu'on a fait brûler l'herbe, vous voyez on a ici ces traces d'herbe, et qui est une survivance de l'agriculture sur brûlis très certainement. Vous voyez qu'ici en fait on a une configuration de rizière ici. Alors pour l'instant elle n'est pas exploitée, et puis en contrebas une seconde rizière, alors toujours différentes hauteurs de rizière, puisqu'il va falloir les inonder de façon par la gravité. Et vous avez ici ces rayures là comme ça de brûlis qui sont alors destinées à enlever les mauvaises herbes, éventuellement éliminer un certain nombre d'insectes, mais aussi permettre de refertiliser les sols. Et ce sont des techniques assez anciennes, puisque les débuts de l'agriculture, même de la riziculture, démarrent avec l'agriculture sur brûlis. Il y avait jusqu'à récemment, je crois, un documentaire sur Arte sur les brûlis qui sont opérés sur les flancs du mont Asso, donc pas si loin.
et qui sont une des techniques pour rendre les sols plus fertiles et qu'on peut observer ici. Vous pouvez également observer la petite taille de la parcelle. Alors un autre aspect intéressant sur ce hameau, puisqu'on y est, qui va attester de son ancienneté, c'est la présence des tombes. Et là aussi, les tombes de façon assez classique sont installées ici. Vous avez des tombes, voilà, donc ce sont les tombes des personnes, alors certainement des propriétaires, des anciens propriétaires, etc., puisqu'on est sur des emplacements qui sont assez anciens. Vous voyez que on a une maison qui est quand même restée assez ancienne, même si on a reconstruit ici en face une autre maison. Ce serait intéressant de voir quelle est la maison principale, c'est-à-dire du fils aîné en fait. Et puis souvent le fils aîné va d'abord habiter là, ici, puis quand il a des enfants, il déménage ici, et ensuite c'est son père qui vient, enfin son père et sa mère, ses parents, qui viennent habiter cette seconde maison, et on peut le faire sur ces parcelles-là, et vous avez du coup des parcelles sur différentes, sur une même parcelle, vous avez différentes habitations. À vérifier, pour voir vraiment si c'est cette configuration, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver. Donc ici on est sur quelque chose qui est plutôt traditionnel, et puis en contrebas là on descend un petit peu et on va arriver sur cette vaste étendue que vous pouvez voir aussi sur les cartes topographiques qui sont indiquées comme étant les Umetatechi sur la signalisation routière. C'est relativement rare en fait de voir Umetatechi de cette façon là. Bon, moi j'ai fait ma thèse sur les Umetatechi, donc j'en cherche des Umetatechi et j'ai rarement vu de la signalisation qui explique très clairement que là on va se diriger vers les Umetatechi. Quoi qu'il en soit, on est sur des terrains qui ont été gagnés sur la terre et à la fois sur la mer, mais sur des zones humides, c'est-à-dire des zones un peu amphibies, qui du coup sont assez facilement remblayables, asséchables, selon la méthode que l'on va utiliser. Umetatechi, c'est plutôt, on va remblayer, Umeru, et puis vous avez Kantaku, c'est plutôt le Kaitaku, c'est-à-dire l'essartage, le défrichage, et Kantaku, le défrichage, en tout cas l'ouverture de nouvelles terres par assèchement, kan. Ici en fait on est anciennement sur du Kantaku, c'est-à-dire qu'on est sur des rizières qui ont été asséchées en fait pendant la période Edo, voire peut-être même un peu avant, et qui ont été mises en culture. Et si on voit les cartes de Meiji, début Meiji, on a déjà, je vous ai mis en référence l'article sur mon blog Hypothèse, un article sur justement l'histoire de cette zone-là, où on voit des cartes topographiques de Meiji, donc fin 19e. Vous avez déjà en fait une grande partie de cette zone qui a été convertie en rivière. Ça se devine dans le paysage parce que c'est tout plat, vous voyez là on est vraiment sur quelque chose de tout plat, les rizières sont plates en fait. On n'est pas sur de la rizière plutôt qu'on pourra avoir de façon plus traditionnelle, avec ici vous avez une première rizière et une seconde rizière. On est sur quelque chose de plat et on est sur quelque chose aussi d'extrêmement régulier. Et ça c'est un des autres aspects, que ce soit pour les rizières d'Edo ou les rizières qui sont, les rizières conquises à l'époque Edo ou les rizières qui ont été mises en polder, lorsqu'on avait vu le Hachirogata, on avait vu aussi Isahayawan, ce type de construction plus récente. On est sur quelque chose qui est très régulier, mais dès l'époque Edo, en fait, ce type de conquête de nouvelles terres arides se fait avec une découpe des champs qui est extrêmement régulière et à angle droit. Un autre aspect c'est plutôt Umeru, Umetatelu, c'est ici on a de la terre qui a été entreposée, et en fait quand on va fabriquer des remblais, que ce soit pour l'agriculture ou pour de la zone urbaine, on va faire du remblai, puis on va attendre un petit peu que le remblai se tasse avant l'occupation, puis lorsqu'on va occuper le remblai et l'aménager, là on va tasser la terre pour que ce soit plus meuble. Et ici on a très certainement des terrains qui n'ont pas encore été inclus dans l'aménagement ou le réaménagement de cette zone. Donc on a du Umetatechi en friche en fait. Et d'ailleurs c'est peut-être une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de friches en fait, et un besoin en terre ou en surface brute qui n'est plus aussi important qu'il ne l'était auparavant. Donc là on continue, on descend un petit peu, on était toujours sur du relief. Alors autre chose aussi,
Alors toujours sur cet article qui était consacré à l'histoire de cette zone, on va avoir ici, alors il faut bien imaginer que, on va dire au début de la période historique, on va dire Kofun, et en fait on va avoir ça des Yayoi, voire même des Jomon. Alors, au début de la période historique, ici la mer est là, donc on est ici tout ça là, tout ce qu'on va voir ici, au moins jusque là, on est sur de l'espace marin. Alors pas forcément la grande mer, c'est ces zones humides, donc on va avoir de la marée qui monte, qui descend. On va en voir tout à l'heure ce qu'il en reste, mais en tout cas on est sur le rivage. Et en fait tout autour de cette zone rembliée, eh bien, on a des sites de Kaizuka. Typiquement on aurait quelque chose ici par ici. Alors il y en a un qui est un peu plus loin là, un autre qui est là-bas, ici, et puis un autre Kaizuka qui est derrière ce hameau là-bas. Donc les Kaizuka, les amas coquillers, c'est-à-dire pendant la période Jomon, les poubelles où les Jomon vont déposer essentiellement les détritus issus de la consommation de coquillages. Donc ils mangent les coquillages et puis ils les déposent tout au même endroit, et ça finit par faire une petite colline, voire même par en fait, du début du remblaiement en quelque sorte, puisque parfois ils vont même construire des choses dessus. Donc cette pratique de hométaté est relativement ancienne. Alors on en trouve un petit peu partout dans le monde, on en trouve au Royaume-Uni, etc. En Danemark, à partir du moment où on est sur des zones où il y a des coquillages à ramasser, on va avoir sur plusieurs millénaires un entassement de ce type d'amas coquillés. Mais ça va servir au Japon à délimiter le trait de côte originel tel qu'il pouvait être dans les années, on va dire jusque, alors grosso modo, au moins jusqu'au Yayoi, et on va dire au moins jusqu'à moins 500, voire 0, voire en fait pratiquement un trait de côte début du premier millénaire, donc juste avant la période historique japonaise, et ça va attester en fait de ce qui a été conquis depuis sur la mer, puisque normalement, naturellement, le trait de côte recule depuis la transgression flandrienne, donc depuis la dernière glaciation, le trait de côte recule. Alors maintenant, il recule encore plus avec le réchauffement, mais ça c'est autre chose. Mais les traits de côte reculent. Donc lorsque le trait de côte avance, en général, alors soit on a des phénomènes locaux qui vont être de l'ordre du sédimentaire, donc une rivière, un delta qui va faire avancer la terre sur la mer, mais ici on n'est pas sur un grand delta, donc ça va être essentiellement des aménagements faits par les sociétés humaines. Donc on va avoir des Kaizuka qui vont un petit peu borner les différents endroits et marquer en fait le trait de côte ancien. Et là en avançant on se dirige, il y a une légère déclivité, et on se dirige vers cette zone qui est gagnée sur la mer sous forme alors soit de polder, soit de remblai. La différence ça va être essentiellement que le polder est quand même asséché, et puis on construit une digue, et puis le remblai, le metatechi, on va plutôt mettre des choses dessus. Parfois on fait un peu les deux en fait aussi. Mais ici les digues ne sont pas énormes, donc on est quand même historiquement on est plutôt sur des choses qui vont être plutôt de l'assèchement, et puis pour les choses plus récentes on va être plutôt sur du polder, on va avoir cet aspect là. En fait tout simplement parce que pour faire du polder, pour faire de l'hométaté, du landfill ou du remblai, il faut des remblais. Donc les remblais ça se trouve pas partout, c'est assez compliqué, et si on fait de plus en plus de remblais, c'est qu'on a des choses à remblayer, des ordures, mais aussi tout ce qui va être le déblai de la construction. Donc il y a aussi un rapport comme ça en termes de matériaux entre différents systèmes. Système plutôt traditionnel, on va dire qu'il n'y a pas de remblai, donc on fait plutôt de l'assèchement, parce qu'on n'a pas forcément des choses à mettre. Si on a des choses à mettre, on va plutôt les mettre pour fabriquer des digues. Et puis on va dire urbanisme moderne, industrialisé, avec de la production de déblais liés à l'activité urbaine, à la construction, à la destruction, etc. Les guerres sont un bon moment où on va avoir énormément de déblais, quand ce soit à Gaza, Beyrouth, ou après les bombardements de Nagasaki, Hiroshima ou de Tokyo, on a énormément de déblais, et tout ça on va le mettre à la mer. Pareil après le 11 mars, une grande partie des gravats de la destruction du tsunami se retrouvent à remblai. En général, quand on est très bas, c'est qu'on est aussi sur de l'assèchement. Alors, assèchement, une fois la digue construite, la mer ne vient plus, on assèche, et puis on va utiliser les rivières. Et là, en l'occurrence, on a une rivière ici. En fait, on est sur une zone qui est presque une zone estuarienne, pas un grand estuaire, mais un embouchure de rivière.
Et c'est l'eau fraîche, enfin l'eau douce de cette rivière qui va permettre de dessaler les sols. Puisque ça va être un des enjeux, hein, c'est que pour les rendre fertiles et les rendre cultivables, il va falloir les dessaler. Et pour les dessaler, on a besoin d'eau douce. On a vu que le Japon ne manquait pas d'eau douce. Et donc c'est ces rivières qui vont, au bout de 2 à 3 ans, on va drainer les sols et on va les dessaler. Et une fois que ces terrains sont dessalés, que les zones humides comme ça de ce type-là sont dessalées, on va avoir des terrains qui sont extrêmement fertiles. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que les rendements vont être assez bons sur les terrains qui sont comme ça conquis sur les zones humides. À l'origine, on fait essentiellement de la rizière, au plus qu'on peut en fait. Hein. Et ici dans le Kyushu, on peut avoir deux récoltes de riz. Aujourd'hui, c'est de moins en moins intéressant d'avoir 2 récoltes de riz. Les Japonais consomment moins de riz. Et on va plutôt jouer sur des rotations de culture. Et si on n'avait pas vu de rizière en fait en printemps, alors qu'on en aurait vu si on avait été à Tokyo, c'est parce que au printemps, on cultive du blé en fait sur ces zones-là. Donc quand je suis venu ici au printemps, il y avait du blé, champ de blé. On va plutôt aujourd'hui, les agriculteurs vont plutôt jouer sur ces rotations. Alors la rotation classique, hein, c'est le Mugi, Kome, Daizu. Alors je ne sais plus dans quel sens ça se fait, hein, on va dire. Mais peut-être ça doit être Kome, Daizu, Mugi, quelque chose comme ça, hein, au niveau des saisons. Le riz, le soja et ensuite peut-être le blé à vérifier. Mais en tout cas, on va être sur des rotations qui vont permettre d'utiliser les parcelles à différents moments de l'année et qui vont pouvoir maximiser les profits. Étant donné qu'effectivement on consomme moins de riz au Japon. Par contre le soja on va l'utiliser et puis le blé également on va pouvoir l'utiliser. Et donc vous avez ici hein, ces rizières. Alors ici vous avez la rizière, hein. Vous voyez la forme de la rizière également, hein. Toujours en long. Ici on a dû le planter au mois de je pense fin mai, début juin, hein, parce qu'en fait en mi-mai il y avait encore du blé par ici. Donc on était sur des choses de ce type-là. On a des visiteurs. Ça va, c'est pas la police. Vous pouvez voir également la taille, hein, la taille des parcelles. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, ce serait de faire une comparaison avec par exemple la Camargue ou la Plaine du Pô, qui sont des zones de riziculture en Europe. Et vous verrez que la taille des rizières hein, est tout à fait différente. Ici, on est sur des parcelles qui restent assez petites, qui ne sont pas la parcelle jolie, qui sont un petit peu plus grandes que des parcelles vraiment traditionnelles, mais malgré tout on est sur des parcelles qui sont relativement petites. Et puis vous avez une évolution, c'est la transformation en champ sec et en champ sec tout au long de l'année. Hein. Lorsque cette rizière là va être transformée en terre à blé, on va pas forcément, elle va évoluer, hein. Donc terre à blé, terre à riz, etc. Il faut quand même conserver les digues lorsqu'on va planter le riz. Mais en revanche, on va avoir d'autres parcelles, hein, comme celle-ci. Hein. Ici, hein, on est sur de la parcelle en champ sec. Et là, on est sur une mutation plus importante, puisque on est sur de la culture maraîchère. Hein. Et vous avez comme ça, sur des terres qui auparavant étaient quasiment à 100% rizicoles, un mitage, transformation par petits points en culture maraîchère, puisque c'est ça qui va permettre d'avoir en fait un revenu plus important, d'autant plus qu'on est ici on est dans la proche moyenne banlieue de Fukuoka, hein, donc, et ensuite après on a Kita-Kyushu, donc on est sur une conurbation, on est sur 2 villes hein, qui vont faire pratiquement 2 à 2,5 millions d'habitants, donc urbains, et donc eux ils vont consommer et ils vont avoir besoin de produits frais. Et donc cette région en fait hein, de Itoshima, Imazu est une des zones de production de la ceinture maraîchère de Fukuoka. Et là on va avoir des choses intéressantes et vous avez, alors ici bon, je sais pas ce qu'on a, de la salade ou des choses comme ça, et puis là on est sur autre chose. Vous voyez, en fait je crois qu'on est sur de la fraise. On va s'approcher tout à l'heure et puis éventuellement on demandera au monsieur s'il est toujours là. Là ce sont des fraises qui sont cultivées en étage. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ramassé les fraises, en tout cas c'est pas un truc rigolo hein, ramasser les fraises parce qu'on les ramasse par terre hein.
donc on passe la journée à ramasser les fraises par terre. Et là c'est bien parce qu'on n'a plus besoin de se baisser en fait. Vous voyez, les fraises sont mises dans des petits pots comme ça. Et on n'a pas besoin de se baisser. Et donc alors ça va permettre d'augmenter la productivité. Ça va permettre aussi de les ramasser même si on n'est pas très jeune. Parce que se baisser, c'est quand même physique, hein, ramasser les fraises, on va dire, si on le fait de façon traditionnelle, c'est-à-dire les fraisiers par terre. Et puis on va aussi avoir, et là on va cultiver en fait chaque plant en fait, de fraises. Cette logique qu'on avait vue pour les pommes, qu'on connaît pour les pastèques, c'est-à-dire d'avoir de jolies fraises. Et les fraises de Himazeu, de cette région-là, vous avez une variété, Amao, qui est la fraise très sucrée. Et là, ils la vendent pratiquement à la pièce, très cher, mais à la pièce. Donc, ils vont y faire attention. C'est pas de la fraise à confiture, donc ils vont la ramasser vraiment une par une avec attention. Et ça va dégager du revenu de cette façon-là. Vous avez aussi un autre aspect sur la localisation des cultures sèches, des cultures maraîchères. Elles vont être plutôt localisées à proximité des habitations. Et là, les agriculteurs vont pouvoir faire l'aller-retour entre leur habitat et puis les cultures maraîchères. Et puis ensuite, éventuellement, ils vont aller voir la rizière, mais en se déplaçant avec un petit camion, puisque les distances peuvent être assez importantes. Et donc là, on est sur ces exemples de transformation de terres rizicoles qui sont en train qui voient une évolution vers la culture du maraîchage. Et on va s'approcher un petit peu pour voir si effectivement on est sur de la fraise. Vous avez également à l'intérieur de ces serres ici, vous avez ces plants. On est sur de la culture industrielle en fait. Ici on peut voir un petit peu. Vous avez ces choses-là. Donc ça va être cette agriculture avec pas mal d'intrants. Et là on est hors sol. Mais alors quand on dit hors sol, c'est hors sol, puisque vous avez ici on n'a pas de sol. Donc vous avez de la culture, si vous voyez sur le fond là-bas, on n'est pas sur le sol. Voilà. Et c'est ce qui va être une des caractéristiques de ces ceintures maraîchères, avec le fait que la plupart des agriculteurs sont à l'origine des riziculteurs. Ce sont des riziculteurs qui se mettent à cultiver autre chose et qui vont le cultiver à la façon de la rizière, c'est-à-dire qu'ils vont faire du jardinage. Lui là-bas, vous voyez qu'il va faire du jardinage. Voyons voir si on est bien sur des fraisiers. Vous avez ce type de choses-là. Et vous avez que chaque plant en fait, chaque plant va avoir un traitement est isolé en fait des autres. On va voir un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si ça se voit, j'espère que ça se voit bien. Moi je ne le vois pas tellement bien, mais on va zoomer un petit peu plus, puisqu'on peut zoomer. Et il me semble qu'on est sur de la fraise quand même. Et vous avez ici pas mal de travail du coup. Il faut porter attention aux fraises. Grande intensité de travail, mais en revanche, valeur ajoutée, lorsque les fraises sont jolies, qui va permettre d'accroître le revenu agricole. On va rezoomer un petit peu là parce qu'on a plus de soleil pour voir ce que ça donne. Là, vous avez ce type de choses là. Donc là, le ramassage va pouvoir se faire assez facilement. Alors on pourrait imaginer aussi, lorsqu'on commence à voir ce type de choses là, ça prépare à un autre type de ramassage qui est le ramassage robotisé. Au plus vous avez quelque chose d'hors sol, plus vous allez pouvoir robotiser tout ça. Et c'est aussi un des fantasmes du monde agraire, en tout cas un des fantasmes de la façon de résoudre la question de la désaffection du monde paysan au Japon. Désaffection qui est essentiellement le fait du vieillissement de ces populations. Vous voyez que la personne ici, là-bas, qui travaille, elle n'est pas toute jeune. On va avoir ici des agriculteurs. Dans ce hameau, la moyenne d'âge, ça va certainement être 70-75 ans.
Voilà, on va pouvoir regarder un petit peu le hameau ici. Et pendant qu'on y est, voilà, vous avez ce joli hameau, typique des zones rurales japonaises, hein, ou des zones périurbaines parce qu'on a du maraîchage, avec les maisons. Vous avez des jolies maisons ici assez anciennes. Hein. C'est là que les propriétaires sont quand même ici depuis longtemps. Ils ont pu refaire la maison. Ils n'ont pas eu des coûts d'acquisition foncière, donc ils investissent dans la reconstruction de la maison. Et puis vous avez donc ici hein, les champs, les hameaux, et ensuite la petite colline. Vous voyez que ce n'est pas une grande colline, hein, mais qui est avec de l'espace sauvage, et dans lequel, du coup comme c'est sauvage, on aura aussi des bêtes sauvages, singes et sangliers. Ici vous avez ces parties qui ont été artificialisées. Là on est typiquement sur de la zone de remblai en préparation en fait. Hein. Lorsque vous avez ces différents étages. Alors, si vous allez dans la baie de Tokyo, vous allez juste au sud du port, enfin vous ne pouvez pas y aller, mais si vous pouvez le voir par avion parfois, vous avez, quand on prépare le remblaiement, on a ce type de choses là, on empile comme ça, et puis après ça va s'affaisser pour devenir plus solide. Ici vous avez en fait le contour du trait de côte qui partait d'ici, comme ça derrière, tout là-bas au fond, tout là-bas. Ici on a un autre hameau, même configuration. On va zoomer un petit peu. Voilà. On va zoomer un petit peu. Vous avez la même configuration, c'est-à-dire des maisons, plutôt des maisons anciennes, accolées à la petite colline. En revanche, la végétation est un peu différente. Vous avez des végétations, et donc là on est sur quelque chose, vous voyez qu'en fait là, on est sur un truc assez différent, c'est qu'on est sur du résineux et sur du planté. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, si on le voit vraiment, mais là on est sur du planté. En plus ici, vous avez, avec le doigt ici, voilà, ici, j'ai l'impression qu'on a des restes, des vestiges de rizières en étage. Donc il faudra les voir, on va voir si on va prendre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on avait de la rizière en étage sur cette colline, et ensuite elle a été transformée en sylviculture de résineux, et aujourd'hui elle est plus ou moins abandonnée, mais en tout cas on n'a plus la forêt d'origine. Et là vous avez du coup ici, cette configuration sur ces collines là est assez différente de ce qu'on peut avoir sur les collines de ce type là. Voilà. Mais la structure du village en revanche est la même. Donc là on avance un petit peu dans les rizières. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'alpaguer le monsieur pour lui demander si c'est bien des fraises, mais ça m'a l'air quand même d'être de la fraise. Et on va entrer dans la zone risicole, mais qui au printemps était une zone emblée. Et là d'ailleurs les choses vont assez vite, parce que vous voyez que les rizières, bon on est au mois d'août, les rizières ne sont plus inondées. On a arrêté l'inondation de la rizière. Vous voyez ici que la terre commence à sécher. Et donc le riz va changer, la plante va arrêter de croître, et en revanche elle va commencer à faire des grains. On peut faire ce type de rotation ici à Kyushu, parce que on est sur des... vous allez voir, alors, hop, on en profite, quelque chose d'assez rigolo. Vous avez des hérons de partout. Là c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France, même si on est sur des terrains artificiels. On va avoir une vie, une faune assez importante. Ouais, on va le voir. Là vous comprenez pourquoi les hérons ou les canards ont un grand cou. Vous voyez, on va faire des sources naturelles. C'est que ça lui permet de voir, il se cache et il sort juste le cou, et comme ça il peut voir ce qui se passe autour. Mais en fait on a l'ensemble des rizières qui vont être... L'autre jour il y en avait un petit peu plus, vous allez voir ils sont cachés à cause de la chaleur. En tout cas, alors oui, ce qui va permettre de faire du riz un petit peu plus tard, c'est que dans le Kyushu, les températures vont rester clémentes au moins jusqu'au mois de novembre. On se baigne jusqu'au mois d'octobre, et au moins jusqu'au mois de novembre, on va avoir des températures supérieures à 15 degrés, enfin même plutôt supérieures à 20 degrés en fait. Et si vous vous souvenez,
le riz commence à avoir des problèmes à partir de 15-16 degrés. Hein. C'est-à-dire que quand ça va descendre autour des 15-16 degrés, voire même il me semble 18 hein, parfois, la plante va commencer à avoir des problèmes de croissance. Elle va commencer à devenir, ça va commencer à être froid et humide pour elle, et comme c'est une plante tropicale qui veut être chaude et humide, eh bien en général on a même les plants qui commencent à pourrir. Hein. Donc il faut avoir cette température suffisamment importante, et donc si on était à Tokyo ou dans le Tohoku, dès le mois de septembre il commence à faire froid. Hein. Donc on ne va pas reporter le semage du riz, on va quand même le faire assez tôt pour pouvoir faire en sorte que le riz ait sa croissance pendant l'été et qu'on le ramasse au mois de septembre, éventuellement octobre, hein, mais pas après. Dans le Kyushu, on va pouvoir avoir cette latitude qui fait qu'on pourra cultiver le riz plus tardivement. Voyons voir les plants de riz ici, si on a des choses qui commencent à germer ou pas. Alors, vous avez autre chose là-bas au fond. Hein. Vous avez les logements pour étudiants de l'université de Kyushu. Et là-bas, on est sur une nationale, et donc on a un fond d'urbanisation hein, tout le long ici, et donc qui vont entourer, hein, grosso modo, qui entoure en fait qui délimite ces zones de polder. On continue un petit peu et on va entrer plus dans les rizières. Vous voyez que les routes sont toutes à angle droit. Hein. Et là d'ailleurs vous avez une route toute droite. Hein. Ce qui permet de faire des pointes de vitesse. Là aussi il faudrait venir la nuit pour voir s'il n'y a pas des gens qui s'amusent. Bon, il y a un petit dodan là-bas donc c'est pas si long, mais c'est assez rare au Japon d'avoir des routes droites comme ça. Hein. Un peu plus dans le Hokkaido, mais c'est relativement rare. Ici vous avez, on entre hein, dans la zone de polder hein, comme ça. Alors, on avait parlé hein, de l'irrigation asynchrone hein, des rizières. Ici, là, on a terminé. On est sur de la rizière, on est en train de sécher. Hein. Et puis, en revanche, hein, l'eau qui était là, on va pouvoir la dispatcher ici. Et vous pouvez même voir que la hauteur n'est pas la même. Hein. Ça a l'air tout plat en fait, mais c'est pas si plat. Hein. Ici, on est un petit peu plus haut, 50 cm plus haut qu'ici. Donc, une fois qu'on a fait passer de l'eau ici, on va la faire passer ici. Et là, en revanche, on est du coup sur un état végétatif de la plante qui est un petit peu moins avancé. Et du coup, on est toujours sur de la zone qui va être inondée. Hein. L'ensemble du terrain hein, est bien quadrillé pour l'irrigation. Hein. On a des canaux qui sont bien à angle droit. Ici, on est sur la route, on a du béton. Donc dessous, on a du béton. Hein. On n'est pas sur... si on creuse, là, on aura des digues en béton qui vont délimiter les différentes parties. Et ici, pareil, hein, de l'autre côté, ici, on est sur la rizière sèche, qui est en train de sécher. Là, ils ont arrêté de l'irriguer. Et ici, on est sur... alors là, ils ont peut-être arrêté et c'est en train de sécher. Hein. Quand je suis passé il y a 3-4 jours, c'était encore assez... il a fait chaud, hein, donc ça s'est évaporé. Et là, on va pouvoir peut-être observer également tout ce qu'il y a dans les rizières, en fait. Il y a du riz, hein. Alors il n'y a pas encore pour l'instant. Vous avez vu des grues, enfin pas des grues, des hérons, hein, on va se calmer. C'est surtout des hérons qu'on voit. Et ici, vous avez des crustacés de rizières hein, qui vont servir à nourrir les oiseaux, mais aussi parfois les habitants. Hein. Vous avez toute une sorte de type de cani hein, de rizières, ils ne bougent pas là, ils se cachent. Des escargots de rizière. Hein. On est sur des zones amphibies, donc c'est le paradis des moustiques, des sauterelles et des libellules, même si aujourd'hui on n'en voit pas trop. Mais en fait, lorsqu'on attend un petit peu, hein, on va commencer à voir des nuées d'insectes. Hein, ça bouge tout le temps. Hein. On est sur quelque chose, une richesse hein, qui est assez, en termes de densité d'insectes, on est sur quelque chose qui est assez important. Hein. Y a moins de hérons aujourd'hui que l'autre jour. Bon, il y en a quand même un petit peu toujours. Mais l'autre jour c'était un peu plus... Enfin, parfois cette route là est couverte, on va avoir une vingtaine de hérons hein,
qui attendent et qui s'envolent tous ensemble. Mais ils doivent se cacher. On est certainement sur des alors sur le riz qui n'a pas été repiqué à la main. Hein. Vous voyez, quand on a des choses comme ça, c'est l'endroit où en fait la repiqueuse de riz a tourné. Hein. Donc là, il y a un petit peu moins de riz. Et là aussi, il va y avoir un petit peu moins de riz sur cette partie-là. On n'est plus dans le village traditionnel japonais, hein, où il faut que les plants soient parfaitement alignés, la rizière parfaite, parce que ça, bon, franchement, c'est pas très joli, hein, ça fait pas très sérieux. Donc je pense que c'était un des signes, hein, du passage de la repiqueuse, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle tourne, et du coup, elle plante moins de riz. On va voir au niveau de l'alignement, si on est sur quelque chose de bien aligné ou pas, mais ça fait des rizières qui sont un petit peu moins jolies, hein, que celles qui peuvent être plantées de façon plus traditionnelle, ou dans lesquelles les agriculteurs veulent vraiment avoir une jolie rizière. C'est quelque chose qui va compter, hein, d'avoir une très jolie rizière dans son village avec des rizières traditionnelles. Ici, on est quand même sur de l'agriculture qui est assez elle est mécanisée, il y a des intrants certainement, des insecticides, les canaux d'irrigation, hein, vous voyez que c'est du béton, donc on va dire qu'il n'y a pas ce même attachement à avoir sa jolie rizière lorsqu'on est sur des terrains de Kantaku, hein, de type de polder. C'est pas le même rapport en fait. Hein. Les paysans ne vont pas avoir le même rapport, en particulier en termes de représentation de la rizière vis-à-vis du village. Vous voyez ici aussi pareil. Hein. À chaque fois que la repiqueuse a tourné, on va avoir ce type de choses là. C'est pas très grave parce que là par contre en fait les parcelles sont grandes. Hein. Vous voyez que là elles sont quand même assez importantes. Hein. D'ici jusque là-bas on a quand même, on pourrait mettre 10 parcelles classiques, hein, là-dedans, et vous avez la même chose à ce niveau-là. Donc il y a cet effet de la mécanisation, hein, qui fait que c'est un peu moins joli que si c'était fait à la main ou si c'était fait avec grande attention, où on essaye quand même que l'ensemble de la rivière soit suffisamment joli. Et on va se déplacer maintenant vers ce monument là-bas qui est le monument, le mémorial de la construction de ces polders. On verra s'il y a une date dessus, mais ça fait partie. Vous voyez que là aussi non plus, tout n'a pas bien pris. Hein. Ici, on a de la déperdition quand même. C'est quelque chose qu'on ne verra pas forcément sur les rizières classiques, hein, les villages de montagne ou vraiment des choses où on a porté une grande attention à la rizière. Ici, on est plutôt quand même sur de la quantité. Hein. Et je ne suis pas sûr que le riz ici soit forcément très réputé. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de bons nihonju dans le Kyushu. Et aujourd'hui même. Si on peut faire du riz en quantité, hein, c'est pas là qu'on va avoir des grands crus. Ah, mais là on va voir, il me semble, la pompe qui doit transvaser l'eau des rizières d'ici jusque là. On va essayer de ne pas tomber. Alors, les Japonais n'en mangent plus maintenant, mais ils mangeaient des sortes de sauterelles. Hein. Bon, vous avez des sauterelles en fait, hein, qui sautent en fait au fur et à mesure que j'avance. Les insectes bougent. Même s'il y a moins d'insectes au Japon qu'il n'y en avait auparavant. Les lucioles, etc., parce qu'il y avait quand même pas mal d'insecticides.
il y a toujours des insectes. Ici vous avez une liste de lait rouge qui vient de passer et vous avez la pompe. Donc on fait plus ça à la main. On a la pompe qui va transvaser l'eau du canal. Et des rizières qui sont du coup là en face d'être asséchées et ça passe dessous. Ça continue ici. Donc on est c'est de cette façon qu'on va, et ici ça continue en fait, voilà, vous voyez l'eau en fait arrive ici à la fin. Donc on est en train d'enlever l'eau de ces rizières là et pour les mettre soit dans celle-ci, soit dans celle-ci. Et il faut bien imaginer que c'est le même système depuis pratiquement depuis la période Yayoi. Simplement on ne fait plus à la main ou au tourniquet. On pédalait pour transvaser l'eau d'un endroit à l'autre. Là on met le moteur, ça fonctionne tout seul et on peut faire autre chose. Donc il y a quand même eu des gains de productivité qui font que on a aussi des rizières où il n'y a personne. Là vous voyez que la surpopulation au Japon elle est quand même très relative. Alors certes on est en plein soleil et il n'y a pas grand chose à faire ici, mais vous voyez qu'il n'y a personne. Il y a des endroits au Japon qui sont vides. Mais surtout si on était 100 ans en arrière, lorsque ce type de moteur était relativement... J'ai pas vu la marque du moteur, mais souvent c'est Yamaha qui va faire ça. Et donc c'est ce type d'installation pour l'irrigation qui ensuite va être vendu dans les pays en voie de développement, qui ont été vendus pendant les révolutions vertes, en Inde ou dans certains pays d'Afrique, parce que ça va permettre d'irriguer. Donc il y a un savoir-faire, il y a les machines qui existent. Et ici on est sur le monument. Donc c'est assez intéressant, c'est pas un truc très très récent. Sur le monument dédié à l'ouverture en fait de ces rizières en assèchement, de ces polders. Là il y avait des arbres avant, ils ont coupé tous les arbres, ils entretiennent, je me demande pourquoi il y a des bouts de verre. Intéressant ça. C'est quand même intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a des bouts de verre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas... Soit c'est pour éviter que les gens montent dessus, ou que les oiseaux montent dessus, mais c'est quand même étrange. Voilà, le monument dédié, donc le mémorial plutôt, dédié à la construction de ces rizières, donc pendant la période Edo. Il faudra vérifier. Je ne l'ai pas vu de façon si explicite, je ne vais pas vous raconter des bêtises encore, mais sur la date de construction de ce monument-là. Ici vous avez des zones qui sont qui devraient être remblayées, mais ils sont en friche. Voilà, du coup on a de nouveau on a pas mal de hérons, ils sont là en fait, les oiseaux. Et puis vous avez, alors pareil, comme tout à l'heure, tout au fond, plutôt les cultures maraîchères sous serre. Et il faut bien imaginer qu'en fait, le trait de côte, le trait de côte, il est là, le trait de côte d'origine. Ici, par là-bas, on a du Kaizuka, comme ça, et aussi là-dessus, on a du Kaizuka, des sites archéologiques sur ces zones-là. Donc on a cette structure-là assez classique. Voilà pour les délimitations de la partie risicole de ce polder, mais en fait il va continuer au-delà des champs et on va avoir un autre usage qui est l'usage industriel. Et après l'usage industriel, parce qu'ici on va avoir de la PMI, PME ici, eh bien on aura le reste de ce qu'étaient
les cicadas. Bon, paysan, agriculteur, assez jeune, hein. Assez jeune, j'ai l'impression. Il n'a pas 20 ans, hein, mais il n'a pas 80 ans non plus. Vous avez la taille des voitures, hein. Encore une fois, c'est pas que les Japonais sont petits, donc ils ont besoin de petites voitures, mais il faut pouvoir circuler ici, là. Donc ils n'ont pas besoin de 4x4 pour venir ici, hein. Enfin, les marioles, il leur faut surtout une petite voiture qui puisse passer sur les routes qui sont aussi les digues. Alors j'avais pas vu la marque, non, la marque du... Oui, c'est l'autre constructeur, la marque de la pompe, c'est Kubota, hein. Donc Kubota qui est un autre, on va se recadrer, Kubota qui est un autre constructeur spécialisé dans la mécanisation agricole, hein, puisqu'ils vont faire les repiqueuses, moissonneuses et tous ces appareils destinés à gérer l'irrigation de la rivière. Tiens, là on a un joli... D'ailleurs je vais couper ma tête parce que ça ne sert pas à grand chose. Et je me demande si je peux pas même me viser. Vous avez ici ce type de crustacés ou d'escargots qui vont peupler les rizières. Et là il y en a vraiment beaucoup, hein. En fait, par rapport à d'autres rizières, j'avais pu voir plutôt à Tokyo. Alors, puisqu'on en est là aussi, je ne sais pas pourquoi je parle moins fort, mais vous avez, alors on le voit dans les mangas, hein, ouais, on va parler du manga, quelque chose qui est très évocateur de l'été, c'est la brise, hein, qui court le long de la rizière, hein. Et là elle court le long des rizières, qui est vraiment la brise qu'on recherche lorsque l'été est étouffant. Et ce vent qui va courir le long de la rizière, c'était aussi le climatiseur, hein, des habitations traditionnelles. Parce qu'il rafraîchissait ces maisons, hein. Et aujourd'hui, ces maisons sont construites en béton, elles sont plus forcément ouvertes, mais on avait ce vent. Et du coup, l'image du vent qui court sur ces rizières, hein, en été, hein, et donc quand les rizières sont vertes comme ça, ça renvoie, hein, à l'été japonais, à sa fraîcheur et à quelque chose de plutôt positif et agréable, hein. Et du coup, on va le retrouver dans l'imagerie. Et dans la plupart des génériques de manga, hein, vous avez ce type de scène du vent qui court le long de la rizière. Et maintenant, on repart et on va essayer d'aller voir le Shigata avec les libellules rouges. Pour ceux qui ont lu les haïkus donc c'est Basho, plus son nom, c'est Basho, hein, la libellule rouge et le piment. En fait, comme elle est rouge, elle se détache vraiment très fortement du vert de la rizière. Là, c'est partie de l'imagerie qu'on peut avoir, même si là on est sur de l'imagerie un peu plus bétonnée, on va dire.